Déclaration de Sergueï Lavrov qui nous parle de cette potentielle rencontre entre Poutine et Zelensky et qui nous dit aucune rencontre entre Poutine et Zelensky n'est prévue, mais le président russe est prêt à le rencontrer dès que l'ordre du jour est établi. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre du jour. Adina Revol. Écoutez, ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est chaque fois, ils trouvent des prétextes pour que la rencontre n'ait pas lieu. Moi, je ne crois pas un seul instant que cette réunion puisse avoir lieu. Pourquoi ? Parce que Poutine ne reconnaît pas, il l'a dit récemment, la légitimité de Zelensky. Donc, s'il le rencontrait, il légitimerait Volodymyr Zelensky. Poutine n'a pas envie de rencontrer Zelensky ? Non, clairement, non. Et comme vous le dites, il ne le reconnaît pas et il s'active pour le faire dévaloriser par tout son entourage. Les tweets, notamment de Dmitri Medvedev, sont particulièrement significatifs à cet égard, parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'insulte. On le considère comme un clown, on le considère comme un cocaïnomane. Donc, en effet, Vladimir Poutine, qui ne cite jamais le nom de Zelensky, ne souhaite pas s'abaisser, selon lui, à le rencontrer. Jean-François Boussors. Moi, je serais un peu plus nuancé, parce que je trouve qu'on répète un peu trop facilement ce qui est une vérité, c'est que Poutine n'a pas envie. Mais je suis frappé de voir que, depuis quelques semaines, les réponses du Kremlin glisse petit à petit. Parce que même Lavrov ne nous aurait jamais dit il y a 2 mois, il n'y a pas d'ordre du jour établi pour la rencontre. Il nous aurait dit, il disait d'ailleurs encore hier, il faut que les raisons de fond soient traitées, et ça n'est pas le cas. Et il nous expliquait qu'il fallait un long processus. Je veux dire, moi j'ai le sentiment, la rencontre, je la tiens pour très très improbable. Mais on vient de parler de l'économie russe, mais on n'est pas dans la tête des gens qui sont au Kremlin, qui peut-être considèrent que la situation est encore plus critique que celle qu'on imagine. Et donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Écoutez, on ne peut pas faire autrement ». Je rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, l'homme qui a remplacé Surkov auprès de Vladimir Poutine a fait savoir à Vladimir Poutine, dans les yeux, qu'il fallait négocier. Parce que c'était plus possible. Et monsieur, comment il s'appelle ? Kozak, c'est un Ukrainien d'ailleurs d'origine. Monsieur Dmitri Kozak n'a pas été limogé, il n'a pas été écarté. On a transmis une partie de ses prérogatives à monsieur Kirienko, mais ce n'est pas des prérogatives très importantes sur le dossier, puisque c'est sa responsabilité sur la région du Caucase du Nord. Mais il est toujours auprès de Vladimir Poutine. Et donc, moi, je ne peux pas exclure totalement que quelque chose bouge, parce que la contrainte a des effets. Non, pas parce qu'il y a de la bonne volonté russe, parce que la contrainte a des effets. Adina Revol, juste pour vous faire réagir sur cette déclaration, quand il dit « aucune rencontre à ce stade n'est prévue entre Poutine et Zelensky », mais le président russe est prêt à le rencontrer dès que l'ordre du jour est établi. Ça veut dire quoi, cette phrase-là ? C'est dès que l'ordre du jour est établi, à quelles conditions Poutine serait éventuellement d'accord pour le voir ? Justement, ça pose la question de pourquoi faire. En fait, l'ordre du jour, c'est pourquoi faire. Et ce qu'on a vu à Anchorage, en tout cas, montre que la position russe n'a pas varié. Mais je vous rejoins sur ce point de l'état de l'économie russe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles l'URSS est tombée, c'est le prix du baril qui a considérablement baissé. Et donc ça, c'est quelque chose, je veux dire, l'arme de la guerre, encore une fois, c'est l'état, c'est l'énergie et donc l'état de l'économie russe. Donc sur ce point-là, je vous rejoins. Peut-être que la situation est encore plus critique qu'on ne l'imagine. Mais encore une fois, si une telle rencontre devait avoir lieu, c'est pas aux conditions de Vladimir Poutine, parce qu'aujourd'hui, les conditions de Vladimir Poutine sont inacceptables, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Union européenne, parce que ce qui se joue là dans cette rencontre, c'est et d'ailleurs, il l'a dit à Anchorage, Vladimir Poutine, c'est pas seulement la ligne de front, c'est également l'architecture de sécurité de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire, Niagalé, avec cette déclaration supplémentaire qui vient de Lavrov, qu'on s'éloigne un peu plus de la perspective d'une rencontre Poutine-Zelensky ? Oui, moi, c'est ce que je pense, même si, comme vous l'indiquez, il y a évidemment beaucoup d'inconnus. Mais dans la mesure où il y a
une opposition symétrique entre les options qui sont présentées comme des solutions dans les garanties de sécurité, à savoir le renforcement militaire de l'Ukraine d'un côté et de l'autre le déploiement de forces de réassurance, alors même que ce sont des points auxquels Vladimir Poutine s'oppose de manière non négociable, ça me paraît très très difficile d'avancer. D'où peut-être cette déclaration pour dire il n'y a pas d'ordre du jour établi. Jean-François Boutors. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis en Corrèze, il n'y a pas de déclaration de Vladimir Poutine. Non. Ouais. Et ça, ça prouve. Chaque fois que Vladimir Poutine disparaît, il ne disparaît que dans les moments où il est en grand danger. Rappelez-vous qu'il avait disparu au moment de l'affaire de Prigojine, de la révolte de Prigojine. Et donc, ça veut dire qu'il attend. Il s'était bien vengé après. Mais bien sûr, il attend, il essaie de voir comment il va réagir et il essaie de maîtriser. Aujourd'hui, il considère qu'il maîtrise. Maintenant, s'il ne parle pas, c'est qu'il n'a pas la clé et qu'il espère la trouver et qu'il espère évidemment en sortir vainqueur. Il ne va pas renoncer. Mais ça veut dire qu'il est... C'est un peu, moi, je pense qu'il est un peu comme un boxeur dans les cordes, là, après Washington. Dina Revol, si cette rencontre n'a pas lieu, ce sera un camouflet pour Trump qui a communiqué sur cette rencontre à l'issue des sommets. Écoutez, je ne formulerai pas cette question de cette manière, puisque en fait, il ne faut pas oublier qu'on parle des gens qui meurent tous les jours sur le front, en fait. Et donc, finalement, c'est la paix qui est essentielle, mais ce n'est pas la paix à n'importe quel prix. Puisque la paix à n'importe quel prix, ça veut dire une capitulation devant Vladimir Poutine. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des vies derrière. Et en plus, il y a la question de la sécurité future de l'Union européenne. Puisque Vladimir Poutine, il ne faut pas être naïf, il va pas s'arrêter au Donbass. La guerre informationnelle est déjà lancée en Europe, partout. J'ai mentionné tout à l'heure la Moldavie. Il y a des élections le 28 septembre, des élections qui sont très importantes pour la sécurité de l'Union européenne, par ailleurs. Et donc, il est en pleine mobilisation de ses bots électoraux en République de Moldavie. Donc c'est vraiment la guerre, en fait, même si on arrive à une sorte de paix en Ukraine, la guerre informationnelle va continuer. Et on a beaucoup mis les projecteurs sur cette éventuelle rencontre Zelensky-Poutine, voire même avec Trump après Washington, puisqu'il a téléphoné lui-même à Poutine. Jean-François Boutors, est-ce que la paix en Ukraine est possible sans cette rencontre-là? Si les deux hommes ne se rencontrent pas, est-ce qu'on peut avancer vers la paix? Moi, j'ai pas de boule de cristal, là, pour le coup, parce que c'est une rencontre qui est a priori tellement lointaine. Moi, je voudrais juste rappeler une chose. Peu de temps avant la rencontre d'Anchorage, il y a eu des menaces par Pitetseg de dire on n'a plus rien à livrer, il n'y a plus de patriotes, etc. Il y a une telle mobilisation, telle réaction que dans les 2 jours, Trump a désavoué Pitetseg et ça a complètement changé. Donc ça veut dire que, comment dire, Trump ne peut pas se permettre de perdre la face sur ce terrain-là. Et donc, s'il n'y a pas de rencontre, il va avoir un problème, mais il va expliquer, je pense que ce sera le discours, il expliquera à sa base, regardez, moi j'ai fait tout ce que je pouvais, mais et on l'a fait avec les Européens, on l'a fait avec Zelensky, nous sommes ensemble, et il y a un ennemi dans la pièce, et c'est celui-là. Et il le désignera. Je pense qu'on ne peut pas éviter à un moment donné d'aller à l'affrontement entre Poutine et Trump. Niagalé, votre regard à vous sur ce que vient de nous dire Jean-François. C'est la vraie question, effectivement. Donald Trump a quand même, depuis qu'il est arrivé, essayé de s'émanciper de cet affrontement historique qui date de l'époque de l'affrontement bipolaire entre la Russie et les États-Unis, en donnant énormément de signaux d'une volonté de rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, y compris pour des questions idéologiques, pour des questions de proximité, sur un certain nombre de questions sociétales, etc. Mais peut-être qu'en effet, le choc des titans qu'on a connu pendant 50 ans, 40 en tout cas, celui des va se égos. poursuivre.
Et je vais accueillir le général François Chauvency qui va nous rejoindre. Général, vous pouvez venir nous rejoindre. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on commente cette dernière déclaration de Sergueï Lavrov, qui nous dit qu'aucune rencontre entre Poutine et Zelensky n'est prévue. Mais le président russe est prêt à le rencontrer dès que l'ordre du jour est établi. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre du jour. Général, est-ce que cette perspective d'une rencontre bilatérale Zelensky-Poutine est en train de s'éloigner encore un peu plus? On ne peut pas dire cela, mais je dirais que c'était plus ou moins annoncé. C'est bien de faire des grandes annonces dans un contexte international, et puis après il y a la réalité. Vladimir Poutine a toujours été très clair, il a dit qu'il viendrait en fin de processus, finalement, pour signer quelque chose, pas uniquement pour se rencontrer et échanger quelques mots. Voilà. Donc on n'est pas dans les timings de Trump qui nous disait dans quelques jours, voire à la fin du mois. Non, et puis même, on a même parlé d'aujourd'hui, me semble-t-il, aussi il y a quelques jours. Voilà, donc on est dans une situation... Mais c'est la réalité de la guerre. Un conflit ne se termine pas sur un coup de doigt, parce qu'il y a c'est tellement complexe, de toute façon, qu'il faut... Il y a plein de sujets à aborder qui ne s'abordent pas en quelques minutes comme ça, par médias interposés. Je dirais, c'est ce qui s'est passé avec Trump. Il y a les affaires de territoire, on en a beaucoup parlé. Il y a les affaires de population. Il y a aussi, sans doute, à mon avis, la situation juridique du président Poutine, qui, à mon avis, sera inclus à un moment donné dans les négociations. Il y a énormément de choses. Tous les traités de paix, de conflits de grande ampleur, comme on les a connus dans le passé, c'était des mois et des mois de préparation. Or, comme ils ne se sont pas parlé, ou très peu, pendant des mois, eh ben, il faut rattraper le temps perdu, et puis avec des acteurs extérieurs. Et puis peut-être avec une situation qui se tend de plus en plus, parce que quand même, plus on attend, plus on a l'impression quand même que la Russie progresse au sens un peu territorial, mais aussi en termes de fermeté, de détermination, car elle a l'impression qu'elle va avoir l'Ukraine, entre guillemets. Et de l'autre côté, on sent aussi une certaine fébrilité, oserais-je dire, du côté du président ukrainien, qui croyait peut-être avoir une sortie avec l'appui de Donald Trump, et puis il s'aperçoit que Donald Trump, il n'est pas fiable. Il ne peut pas s'appuyer totalement sur lui, même pas du tout. Donc il se trouve dans une situation où la situation sur le terrain est difficile, sa situation personnelle peut devenir aussi difficile, les Européens ne sont pas prêts à faire la guerre, peut-être à aider un petit peu, mais sans plus. Donc la complexité s'accroît, et finalement Vladimir Poutine s'engouffre dans cette brèche finalement diplomatique, et est en train de mettre ses normes, ses objectifs, et c'est eux qui ont l'air de primer sur l'ensemble de ce qui se passe actuellement. Alors on va écouter les mots de Sergueï Lavrov, c'était il y a quelques jours, c'était hier. Notre président a répété à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer M. Zelensky, entre autres, à condition que toutes les questions qui doivent être examinées au plus haut niveau soient bien réglées. Lorsque, espérons-le, le moment viendra de signer de futurs accords, la question de la légitimité de la personne qui signera ces accords du côté ukrainien sera résolue. Il y a aussi cette question générale de la légitimité, c'est-à-dire que Poutine, Lavrov disent Zelensky, il n'est pas légitime. Alors, c'est aussi une question complexe, parce qu'en temps de guerre, on fait avec le dirigeant qu'on a, et en plus c'est la loi martiale qui a donné, je dirais, la légitimité ou la légalité de la position de Zelensky. Effectivement, après il y a la question de la légitimité, et elle est importante, non pas pour Zelensky en tant que tel, mais si vous voulez faire avaliser un traité de paix avec des pertes de territoire et sans doute d'autres conditions, il faut quand même que la population ukrainienne donne son avis et soit d'accord ou pas d'accord. Donc, automatiquement, vous arrivez dans un processus, je dirais, à la fois législatif, politique même, avec tout ce que ça implique, parce qu'après tout, il peut très bien avoir un accord Zelensky-Poutine, et que ce soit complètement rejeté par la population et l'armée ukrainienne. On dit, attendez, on ne s'est pas battu pour ça. Et donc, ça remet en cause les accords. Donc, vous voyez, la complexité, il n'y a pas que la relation entre les deux hommes, il n'y a pas que l'idée d'un papier à signer, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que même un papier signé pourrait être remis en cause, finalement, par différents intervenants. On écoute maintenant les mots de Vladimir Poutine, c'était le 18 juin, il y a 2 mois. Selon la constitution ukrainienne, le président de l'Ukraine est élu pour 5 ans. Tout le monde est nommé par le président. Tous les chefs militaires sont nommés par le président. Tous les ministres sont nommés par le président. Et tous les gouverneurs sont nommés par le président.
Il n'y a pas d'élection. Si le premier personnage n'est pas légitime, tout le système du pouvoir devient illégitime. Peu importe qui mène les négociations, même si c'est le chef actuel du régime, je suis même prêt à rencontrer quelqu'un. Mais si c'est pour en finir, pour ne pas rester là à en discuter indéfiniment, alors il faut mettre un point final. D'accord ? Il faut mettre un point final. Il faut une signature, la légitimité du pouvoir. Adina Revol, toujours cette remise en cause de la légitimité de l'interlocuteur de Zelensky. C'est assez intéressant de voir d'où vient cette interrogation, parce que Vladimir Poutine a été élu grâce à des élections libres. Et quand on regarde l'histoire de la Russie, en fait, la Russie a été... sur toute son histoire, au début des années 90, il y a eu une tentative justement de démocratisation avec Boris Yeltsin. Mais sinon, la Russie n'a jamais été une démocratie. Et aujourd'hui, l'Ukraine est une démocratie naissante. Volodymyr Zelensky a été élu triomphalement dans le cadre justement d'un processus électoral où il y a eu plusieurs participants qui a été suivi. Voir cette déclaration de la part de Poutine est assez intéressant pour le moins. Donc, en fait, il faut savoir que Poutine a même changé la constitution, parce que vous vous rappelez, à un moment donné, il était Premier ministre, il a fait élire Medvedev comme président, il tue ses opposants, n'oublions pas Alexei Navalny. Donc ces discussions sur la légitimité de Zelensky, je la trouve nauséabonde en fait, de la part de Jean-François. Il faut dire quelque chose en ce qui concerne Vladimir Poutine et l'accord de paix. Qu'est-ce qui va arriver ? Prenons l'hypothèse probable qu'il rencontre Zelensky et qu'ils s'entendent et qu'il y a un accord. Qu'est-ce qui va arriver à Vladimir Poutine ? Écoutez, on a un modèle qui a été d'ailleurs le modèle de Vladimir Poutine dans sa stratégie. C'est ce qui est arrivé à Milošević. Milošević, quand finalement il était poursuivi par le tribunal pénal international, il a signé un accord avec les Croates pour cesser la guerre en Bosnie. Un an après, il s'est retrouvé au tribunal international. Et croyez-moi, moi je connais bien ce monde. Le jour où la paix est signée, Monsieur Poutine sera mis de côté, tout le monde sera d'accord pour passer à la paix autrement, et Poutine, au bout d'un certain temps, sera livré. C'est ça, Poutine le sait parfaitement. Poutine sait parfaitement que c'est ça qu'il attend. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter. Le fond, c'est que c'est sa peau, en fait, qui est en jeu, très, très clairement. C'est la peau, la sienne et celle des gens qui l'entourent. On va maintenant aller sur le terrain en Ukraine, retrouver notre envoyée spéciale Marianne Kotonov. Merci beaucoup Marianne d'être avec nous. Vous êtes avec Marine Truchot. Cette rencontre Poutine-Zelensky, les Ukrainiens, est-ce qu'ils y croient, eux ? Non, alors pas du tout. Et ça depuis le début. Depuis le début, ils nous disent mais c'est impossible. De toute façon, ils ne se rencontreront jamais. Et qu'en fait, tout ça, toute cette gesticulation, ça permet juste à Vladimir Poutine de gagner du temps. De gagner du temps, pourquoi ? Eh bien, pour continuer à avancer dans le Donbass. Vous savez qu'ici, on est à 17 km de la ligne de front et ça avance tous les jours. Il y a beaucoup d'attaques. Ça lui permet aussi de continuer de terroriser la population puisque tout le reste de l'Ukraine continue d'être bombardé, continue d'être sous le feu des drones et des missiles. Et en fait, ici, tout ce qu'on nous dit, c'est que non, cette rencontre ne peut pas avoir lieu parce que tout d'abord, rien n'est réglé et que ce serait mettre un peu la charrue avant les bœufs d'avoir une rencontre entre ces deux hommes alors que rien n'est encore réglé sur le terrain. C'est-à-dire que faire des territoires. Vladimir Poutine réclame l'entièreté du Donbass. Il y a le problème de la sécurité de l'Ukraine. Il y a plein de problèmes qui sont encore à régler et que effectivement rien de tout ça n'a commencé, ne fût-ce qu'à être discuté. Donc ici, eh bien, on n'y croit pas du tout. Et chaque jour qui passe, en fait, les gens sont de plus en plus persuadés que ça n'arrivera pas parce que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là c'est encore une alerte aérienne. Donc en fait, à cause de tous ces bombardements, de toutes ces alertes et de tous ces assauts russes, eh bien ils se disent que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, contrairement à ce qu'il déclare. Vladimir Poutine veut continuer la guerre parce qu'il veut l'Ukraine dans sa totalité. Merci beaucoup Marianne Kotonov en direct avec Marine Truchot. Adina Revol, peut-être pour rebondir sur ce que nous dit Marianne et notamment à la fin avec ces alarmes effectivement qu'on entend, c'est qu'on voit bien que sur le terrain, en tout cas Poutine il continue à montrer les muscles, il continue d'attaquer.
Mais même le jour du sommet d'Anchorage, il a fait la même chose. Le lendemain matin, la même chose. Donc, depuis le 20 janvier, c'est une constante. Parce que c'est aussi un des objectifs pour faire céder Zelensky, terroriser la population, pour que la population soutienne moins Zelensky et soutienne moins la guerre. Donc, c'est un des... Et la Russie, dans son histoire, a souvent utilisé cette technique de raser des territoires justement et de raser la population civile. C'est pas quelque chose de nouveau, on le découvre pas aujourd'hui en Ukraine malheureusement. Et je rappelle donc cette déclaration de Sergueï Lavrov, aucune rencontre entre Poutine et Zelensky n'est prévue, mais le président russe est prêt à le rencontrer dès que l'ordre du jour est établi. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors je voudrais qu'on parle de Donald Trump parce qu'il semble prendre ses distances, en tout cas avec l'idée, lui, d'une trilatérale. C'est The Guardian qui titrait aujourd'hui « Trump se retire pour l'instant des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine ». Et pour mieux comprendre, on va écouter les mots du président américain. Et maintenant, je me suis dit qu'il valait mieux qu'ils se rencontrent sans moi, juste pour voir. Je veux voir ce qui se passe. Vous savez, ils avaient une relation difficile, très mauvaise relation, et maintenant, nous verrons comment ils s'en sortent. Et si nécessaire, et ce sera probablement le cas, mais si nécessaire, j'irai et je pourrai probablement mettre fin à tout ça. Je veux juste voir ce qui se passe lors de la réunion. Donc ils sont en train de l'organiser, et nous verrons ce qui se passe. Voilà, alors visiblement, ils ne sont pas du tout en train de l'organiser. En tout cas, on a un Trump qui voulait d'abord que les deux se rencontrent et en tout cas, pas question pour lui d'intervenir tant que cette rencontre-là, Zelensky-Poutine, aurait lieu. On sent un Trump qui aussi commençait à prendre un petit peu de distance avec tout ça. Il a pris ses désirs pour la réalité il y a quelques jours, voilà, avec ce succès en Alaska, puis après cette rencontre, cette visite des chefs d'État européens avec Zelensky. Bon, le résultat, Poutine n'a pas vraiment varié. Il continue à faire ce qu'il entend. Et je pense que, mais ça on l'a dit depuis des mois, que Donald Trump est impliqué dans le conflit en Ukraine, mais il n'a pas envie d'y rester plus longtemps qu'il ne le faudrait. Alors il y a eu des opportunités où il s'est dit tiens, je peux jouer le faiseur de paix. Il voit que le faiseur de paix, ça marche pas très bien. Je pense qu'il n'a pas envie de s'épuiser avec notamment Poutine qui finalement le mène un peu en bateau, il faut quand même le reconnaître. Et il a peut-être d'autres préoccupations plus importantes que de traiter de la question ukrainienne. Donc effectivement, à un moment donné, il va dire aux Européens, débrouillez-vous pour trouver une solution avec Vladimir Poutine. Est-ce que lui a des moyens de pression sur Vladimir Poutine? On en parle, mais on ne voit pas grand-chose. Et même les sanctions secondaires sont largement contournées, me semble-t-il, à la date d'aujourd'hui, par des relations interétatiques, notamment avec la Russie et l'Inde, par exemple, mais pas uniquement. Donc les moyens de pression sont limités et la bonne volonté a ses limites. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Jean-François Boutors, quel regard vous posez, vous? Pourquoi Trump semble prendre ses distances après s'être placé au centre du jeu? Est-ce qu'il sent, pour rebondir sur ce que nous dit le général, que Poutine le mène en bateau? Là, je pense que dans l'immédiat, il a déjà beaucoup parlé. Et je pense qu'il a conscience qu'il faut laisser planer l'ombre et le doute. Moi, je ne partage pas tout à fait l'avis de François. Parce que je pense que cette guerre a une dimension mondiale. Elle implique des divers pays, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, et que c'est très très difficile pour Trump. Il aurait bien voulu pouvoir s'en retirer, et je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'en retirer, d'autant plus que son opinion publique, comme il s'est engagé et qu'il la manie très bien, son opinion publique, il l'a refait basculer en faveur de l'Ukraine. Donc, c'est pas si facile pour lui de sortir. Il voudrait bien, mais je pense que ça lui coûterait très cher. Et que... Vous savez, on s'amuse du fait qu'il ne cesse de répéter « c'est pas ma guerre, c'est celle de Biden ». Mais ça, c'est un slogan pour les midterms. C'est le bordel dans lequel on est, c'est Biden, c'est les démocrates. Et ça, il va le répéter jusqu'au midterms. S'il gagne les midterms, on passera à autre chose. Mais il peut pas être celui, au fond, d'une déroute américaine. Et ça, il le sait. Et donc, il va essayer... Par tous les, moi, je pense que c'est comme un marchand de tapis qui, vous lui ouvrez la porte, vous lui claquez la porte, il rentre par la fenêtre et après il essaie de monter par tous les bouts, il va essayer de trouver une solution plus ou moins bonne. Encore une fois, je pense que ce sera jamais qu'une paix Potemkin, pas une vraie paix, parce que les problèmes sont, comme l'a dit Général José, beaucoup trop compliqués, puisque la Russie s'est beaucoup trop engagée dans le processus de guerre, dans l'économie de guerre, pour que ça soit facile d'en sortir. Mais je ne pense pas qu'il va lâcher l'affaire.
Adina Revol, je voulais vous faire réagir sur ce que dit le conseiller Podolyak de Zelensky, qui dit en fait Trump il a compris que la Russie ne veut pas la paix. J'espère qu'effectivement Trump l'a compris, parce que en fait, si on regarde l'histoire, depuis que Poutine est au pouvoir, il a toujours fait la paix. Il a fait la Tchétchénie 2 fois, la Syrie, la Géorgie, et puis 2 fois l'Ukraine. Donc il gouverne par la guerre. Et puis je suis d'accord avec vous, il sait. En fait, il a cette comparaison avec ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, et pour lui, c'est quelque chose de très important. Et il a peur de finir comme Milosevic, jugé et condamné, est mort au tribunal de La Haye. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne souhaite absolument pas. Donc, Vladimir Poutine ne veut pas la paix, c'est une évidence. Et heureusement que le président des États-Unis s'est rendu compte. Et c'est ce que dit aussi Volodymyr Zelensky, qu'on va écouter, le président ukrainien. Il est réellement possible de progresser. Et ce sont des formats au niveau des dirigeants. Le format bilatéral, l'Ukraine et la Russie, et le format trilatéral, l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Nous en avons parlé à Washington. Poutine en a parlé lors d'un appel téléphonique avec le président Trump. C'est maintenant au tour de la Russie de donner le signal. Mais pour être honnête, ce n'est pas correct. Ils essaient d'échapper à la nécessité d'organiser une réunion. Ils ne veulent pas mettre fin à cette guerre. Et puis dans le Parisien, Podolyak, donc toujours le conseiller du président ukrainien, dit en fait Moscou veut gagner du temps, user nos sociétés et empêcher tous le feu crédible. Général, pourquoi Poutine ne veut pas de cette rencontre ? Parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Et quand il aura atteint ses objectifs... Donc gagner du temps, ça veut dire continuer à avancer en Ukraine ? Oui, les objectifs, c'est d'abord essayer de conquérir les 4 oblasts, affaiblir suffisamment l'Ukraine pour qu'elle soit réceptive à ses exigences. Donc c'est en fait la capitulation de l'Ukraine. C'est ça l'objectif. Alors oui, il ne veut pas la paix, mais il ne veut pas la paix non pas en soi, il veut la paix parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le jour où il s'en rendra compte, ça peut arriver, que ces objectifs ne sont pas atteignables, là il sera favorable à la négociation. Mais la date d'aujourd'hui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Tant que ça suit. Et là, je mettrai quand même un bémol. Je ne suis pas certain que les Russes laisseront partir Vladimir Poutine devant un tribunal international. Je ne sens pas la révolution arriver en Russie, comme c'est arrivé ailleurs. Mais si on regarde l'histoire, justement, chaque fois qu'il y a eu la fin d'une guerre, ceux qui sont revenus, en fait, ont fait une révolution. En fait. Donc, chaque fois, il y a eu des mouvements de retournement de régime. Je pense qu'il faut relativiser, surtout avec la situation de la Russie aujourd'hui. Je ne pense pas à une seule seconde à une révolution en Russie. Il n'y en a jamais eu vraiment. Voilà. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les gens qui sont au sommet du pouvoir, ils se retourneront comme une crêpe, ils feront porter le chapeau à Poutine. Et ils rachèteront leur position en vendant Poutine. C'est ça qui est au nez. Mais depuis 3 ans et demi, j'entends dire que finalement Poutine n'est qu'une marionnette gouvernée par ceux qui l'entourent, qui se débarrasseront de lui le jour où ils n'auront plus besoin. Pour l'instant, je vois qu'il est toujours au pouvoir et tout seul, et que personne n'est capable de s'opposer à lui. Donc je pense qu'il faut peut-être pas prendre ses désirs pour des réalités. La Russie est quand même un pays particulier par rapport à d'autres pays qui ont peut-être connu des changements de régime, mais là je vois mal la Russie remettre en cause la place de Vladimir Poutine. Il y a un exemple, vous savez, il y avait un homme qui était extrêmement puissant, il s'appelait Beria. Oui. Beria, c'était le chef du NKVD. Il était devenu secrétaire général de l'Union soviétique. Et à un moment donné, il y a 3 hommes qui se sont mis d'accord pour s'en débarrasser. Il a été roulé dans un tapis, puis exécuté. Allez, on va avancer ensemble et on va regarder ce qui se dit en ce moment même à la télévision russe. C'était il y a quelques heures où on parlait justement de cette rencontre Poutine-Zelensky qui semblait complètement improbable. Nous devons comprendre que pour la Russie, les conditions évoquées par Zelensky sont inacceptables. C'est impossible. Les Américains réalisent-ils le potentiel destructeur d'une rencontre entre Poutine et Zelensky ? Ce potentiel est colossal. Il pourrait réduire à néant toute l'ère du règne de notre président et constituer la plus grande humiliation d'un pays. Je suis sûr qu'ils le comprennent au Kremlin. J'en suis certain et convaincu. Je ne peux même pas imaginer commenter une scène avec Poutine et Zelensky côte à côte à l'écran. Ces 2 personnes ne peuvent pas être sur le même écran.
Jean-François Boutor, je vous voyais réagir à cette séquence. C'est absolument passionnant parce qu'il dit exactement la réalité. Je ne sais pas qui est cet homme, je ne l'ai pas reconnu, mais il dit exactement pourquoi cette rencontre est impossible.